Voilà, dans quelques minutes, c'est Samia Ghali, la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, qui sera l'invitée politique de cette troisième partie. Tout de suite, c'est les titres de l'actualité parlementaire ce matin, Saveria, et politique. Bonjour à tous. Le Sénat vote un assouplissement des 80 km/h. Les départements où les préfets pourront choisir de réduire ou non la vitesse sur les routes secondaires. Une mesure votée de gauche à droite dans l'hémicycle. Le gouvernement, lui, s'y est opposé. La réforme de la fonction publique présentée en Conseil des ministres aujourd'hui. Des rassemblements sont organisés partout en France contre une réforme rejetée par l'ensemble des syndicats de fonctionnaires. Le texte prévoit 120 000 suppressions de postes d'ici 2022. Les partis en ordre de marche pour les européennes, notamment La République En Marche, qui a dévoilé hier les 30 noms de sa liste. Dernier conseil des ministres pour Nathalie Loiseau ce matin. La ministre des Affaires européennes conduira la liste En Marche. Elle va démissionner dans la journée. Le Sénat a donc voté un assouplissement des 80 km/h. Les départements où les préfets auront désormais la main pour réduire ou non la vitesse sur les routes secondaires. Une mesure votée de gauche à droite dans l'hémicycle. Le gouvernement, lui, s'y est opposé. Les explications de Michael Spitzberg. Le Sénat a une nouvelle fois été flashé pour opposition au gouvernement, dans le cadre de la loi LOM cette fois. Ainsi, les élus de la Haute Assemblée ont voté un amendement contre la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes nationales et pour donner aux préfets et aux conseils départementaux le pouvoir de fixer la vitesse maximale sur ces axes routiers. Nous sommes ici les représentants des élus des territoires et ils nous l'ont demandé, donc on fait notre travail. Et ce qu'ils souhaitent surtout, ces élus, c'est qu'on leur fasse confiance. Donc le fait d'accepter cet amendement, c'est faire confiance aux présidents de conseils départementaux qui ne feront pas n'importe quoi avec l'augmentation de la vitesse. Le débat a aussi été l'occasion de diviser l'exécutif et d'opposer le président de la République qui s'était déclaré ouvert à des aménagements aux 80 km/h et son Premier ministre promoteur de cette mesure très critiquée. Le ministre de l'Aménagement du Territoire était contre. Le président de la République aurait dit, entre guillemets, que c'était une connerie, ça n'a pas été démenti. Donc vraiment, cet entêtement du Premier ministre a coûté cher. Il a emmené les gilets jaunes, entre autres. Il a emmené quand même des grosses difficultés dans ce pays. Il faut en terminer avec ça, parce que les Français en ont marre d'être harcelés au niveau de l'automobile. Automobile, vache à lait. Coincée entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, la ministre des Transports s'est dit opposée à l'amendement sénatorial en se réfugiant derrière les initiatives du président de la République et de son Premier ministre. Le Premier ministre avait également annoncé qu'il y aurait une évaluation des dispositions mises en place. Donc dans l'attente à la fois de cette évaluation et de conclusion du grand débat, je propose le retrait, sinon d'avis défavorable. Pour trancher, c'est un grand débat qui s'impose désormais entre l'Élysée et Matignon. Dernier conseil des ministres pour Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes va démissionner. Elle va conduire la liste En Marche aux européennes. Elle va démissionner dans la journée. Les partis sont désormais tous en ordre de bataille pour le scrutin du 26 mai. Alors comment réagit-on au sein des groupes politiques au Sénat? C'est un reportage de Jonathan Dupriez. Approché plusieurs fois sans succès, l'écologiste Pascal Canfin rejoint officiellement la liste En Marche aux européennes. En deuxième place, derrière Nathalie Loiseau. Une bonne nouvelle pour André Gattolin, sénateur EELV, rallié au parti présidentiel. C'est quelqu'un qui est extrêmement compétent, son expérience, mais aussi sa jeunesse et sa connaissance du Parlement européen, d'ancien ministre, est quelque chose de très bien. Je trouve que ça fait un binôme de liste avec Nathalie Loiseau tout à fait complémentaire et très intéressant. Une belle prise pour LREM, mais une nouvelle défection qui mine les écologistes. Emmanuel Macron souhaite faire justement des prises, souhaite reverdir son image. Moi, ce que je trouve juste, c'est qu'on ne fait pas de la politique en faisant des prises, on fait de la politique avec des actes. À droite, légère embellie dans les sondages pour François-Xavier Bellamy. Sa liste est désormais créditée de 12% d'intention de vote. Au départ critiqué pour sa jeunesse et son inexpérience en politique, il redonne confiance à son camp à mesure qu'il bat la campagne. C'est la fraîcheur, c'est des idées claires, nettes et précises. Il les défend. Il s'investit pour effectivement le mandat auquel il postule. Bellamy fait sa campagne et il le fait visiblement assez bien, puisque de tous les territoires, et ici on est sensible au territoire, on n'a que de bons retours. La gauche aussi se lance dans la bataille.
Pour la première fois ensemble en déplacement à Creil, Raphaël Glucksmann et Olivier Faure veulent croire à un mouvement de bascule. Mouvement difficile à cerner pour certains sénateurs PS. Quand je vois qu'on était liste uniquement socialiste, on a 5-6%, et qu'avec Glucksmann, donc avec seulement 50% de socialistes, on est à 5-6%. Bon, là, je vois juste une perte de 50% d'élus socialistes. Donc je ne vois pas pour l'instant le gain pour le Parti socialiste. À 2 mois du scrutin européen, les principaux rôles semblent donc distribués. LREM et le Rassemblement national sont toujours au coude à coude dans les sondages. Voilà, dans un instant, c'est l'invité politique. C'est Samia Ghali, sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, qui est présente sur ce plateau. On la retrouve dans un instant. J'allais dire en provenance de Marseille. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes effectivement sénatrice des Bouches-du-Rhône. Bonjour Samia Ghali, avant de parler du reste de l'actualité et bien sûr de la situation à Marseille, notamment la sécurité, j'aimerais entendre votre réaction à ce sujet sur les élections européennes, sur la situation de la gauche, du Parti socialiste. Est-ce que vous croyez à ce mouvement de bascule en faveur de la gauche? Xavier Iacovelli, dans le reportage, était plutôt sceptique. Écoutez, d'abord, je me suis très éloignée des questions des listes Vous êtes européennes. Socialiste. Oui, Est-ce mais que listes, Raphaël Glucksmann, c'était le bon choix comme tête de liste? Je ne le connais pas, donc je ne connais pas ce monsieur. Il est connu peut-être dans la sphère parisienne. Je peux vous garantir, en titre personnel, je ne le connais pas, donc je ne suis pas capable de me prononcer le concernant. Mais vous voterez pour cette liste, vous Je vous dis que je ne peux pas voter pour quelqu'un que je ne connais pas. Pour l'instant, je ne le connais pas, donc je verrai, je ne sais pas. Vous ne savez pas aujourd'hui si vous voterez pour la liste. Ah bah oui, parce que moi je ne connais pas. Non, vous savez, c'est pas parce que le Parti socialiste a décidé de mettre quelqu'un à la place du Parti socialiste que maintenant il faut voter pour la personne dont je ne connais pas. Vous savez, moi par principe, quand je vote pour quelque chose, il faut que je sache pourquoi je vote. Maintenant, si on vote tous comme des benets, qu'on met notre vote dans l'urne parce que tout simplement c'est le Parti socialiste et donc on s'en fout finalement de ce qu'il peut y avoir derrière. Non, moi je veux comprendre, je veux savoir, je veux... vous savez, la question des européennes, pour moi, franchement, c'est anecdotique la question des listes. Moi, ce qui m'importe, c'est pour l'instant, personne ne parle de quoi que ce soit, encore moins du programme et de la réalité de ce que c'est que les élections européennes, et notamment sur la question, par exemple, de Saint-Louis-Sucre. Et... On va en parler. On va parler de Marseille, de la situation de Marseille. On vous sent donc en tout cas très sceptique sur le choix de la stratégie d'Olivier Faure, le choix de rassemblement à gauche. Je vous parle, j'avoue que je suis plus que sceptique, je ne sais pas. Mais bon, peut-être que je vais changer d'avis, mais j'attends de voir. On a compris votre position. Un mot avant de parler de Marseille, de la sécurité à Marseille. Un mot sur la réforme de la fonction publique qui est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. De nouvelles suppressions de postes sont prévues. Est-ce que vous soutenez les mobilisations de syndicats unanimes aujourd'hui contre cette réforme? Écoutez, je crois que la question des suppressions de postes, notamment dans la fonction publique, je parle des hôpitaux, il y a une fonction publique qui est utile pour la France. C'est les hôpitaux, c'est la police, c'est les enseignants. Il y a des postes comme ça auxquels on ne doit pas toucher, on doit sanctuariser, voire même les augmenter quand on voit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et maintenant, après, dans la fonction publique, moi je vois des collectivités territoriales des fois qui embauchent, qui surembauchent, notamment en période électorale d'ailleurs, il suffit de regarder. Donc peut-être qu'il faudra aussi que certains fassent aussi des efforts de ce côté-là. Venons-en maintenant à la situation à Marseille, en particulier aux questions de sécurité. Vous avez interpellé hier le gouvernement lors de la séance de questions d'actualité. Je vous propose d'écouter rapidement une partie de la réponse de Laurent Nunez, le secrétaire d'État, qui a donc répondu à votre question sur la sécurité à Marseille. Cette action, nous allons la poursuivre avec beaucoup de détermination. Vous connaissez l'attachement que je porte personnellement à la ville de Marseille et croyez bien que tout sera fait pour que cessent les scènes telles que celles que nous avons vécues et que vous avez décrites avec une émotion que nous percevons, que je perçois et que bien évidemment nous partageons. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le courage et la détermination des policiers marseillais qui chaque jour luttent résolument contre les trafics. Merci. Samia Ghali, vous la trouvez satisfaisante, la réponse du ministre, du secrétaire d'État? La réponse, déjà, c'est déjà bien d'avoir un secrétaire d'État qui sait de quoi je parle, puisqu'il a été préfet de police et donc il connaît aussi bien que moi la situation marseillaise. Et ça, c'est déjà important, parce qu'une fois que vous parlez des ministres, ils sont déconnectés de la réalité. C'est l'homme de la situation. Voilà. C'est déjà là-dessus. Je pense qu'il a entendu, parce que je connais Laurent Nunez, et sa réponse, en tout cas, il ne m'a pas contredit. Il n'a pas dit que j'avais tort sur le nombre d'effectifs, sur le manque de moyens, sur la situation. Donc, c'est déjà un bon point. J'attends de voir. Vous savez, j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine. On doit se rencontrer. Ça fait partie des sujets, donc je vais parler avec lui, et je vais voir avec lui comment on peut
peut remédier à cette situation. Samuel Galli, pourquoi on n'arrive pas à faire de Marseille une ville sûre? Mais parce que tout simplement, il nous manque 200 policiers à Marseille. On est dans une situation de violence extrême, de délinquance extrême, et il nous manque 200 policiers. On a de la vidéosurveillance. La jeune fille, malheureusement poignardée, qui est décédée. Dans le quartier de la Timone. Maribel, vous savez que quand même, la vidéosurveillance qu'on a payée avec les deniers publics, cette vidéosurveillance n'a pas été capable de voir le visage parce que c'est trop flou, parce que c'est pas assez net, le visage du présumé meurtrier. Vous trouvez ça normal, vous? Et vous voulez expliquer aux Marseillais que tout va bien? Et la question notamment de ce qui s'est passé dimanche, avec ce commando qui est venu quand même armé de Kalachnikov, avec des d'intimidation, avec des brassards de police, des gyrophares dans leur voiture de police, et tout ça aux yeux de tout le monde, avec des gamins qui, le lendemain, à qui on va dire retourne à l'école normalement, tu as vécu une scène de guerre, mais c'est comme s'il ne se passait rien. Et ensuite, ce même gamin, demain, quand il va grandir et qu'on va lui dire, tu sais, c'est pas bien de faire ça, comment voulez-vous qu'il comprenne? C'est la loi de l'impunité à Marseille? J'ai l'impression que moi, ce que j'ai du mal à supporter maintenant, c'est ce mépris finalement du parisianisme vis-à-vis, en tout cas, de Marseille. Vous savez, ce côté, bon, c'est Marseille, oh, c'est pas grave. Et puis c'est laissé pour compte. Les laissés pour compte. Moi, je vous le dis sincèrement, et comme moi, ça suffit. À Paris, on n'accepterait pas ça. On n'accepterait pas ça à Lyon. Et par contre, à Marseille, finalement, on accepte des choses qu'on n'accepterait nulle part ailleurs en France. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement, à Christophe Castaner? Je demande tout simplement de prendre la mesure. J'ai demandé à ce qu'on remette en place le comité interministériel avec l'approche globale, parce que là, on nous a parlé des PSQ, mais les PSQ, franchement, moi, j'ai envie de rire parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Alors qu'on avait une approche globale qui commençait à porter ses fruits, il faut le dire. Je l'ai d'ailleurs déjà dit sur votre plateau. Et aujourd'hui, tout ça a été laissé tomber. Alors, c'est vrai qu'en plus, il y a les manifestations gilets jaunes. Donc, on nous dit que les policiers, les gendarmes, les CRS se sont mobilisés pour les gilets jaunes. Écoutez, alors tout le reste de la France ne compte plus maintenant. Un autre sujet que je souhaite aborder, c'est la situation de Saint-Louis-Sucre, dans les quartiers nord de Marseille, l'usine perd 53 emplois. Vous dites personne n'a pris la mesure de ce qui se passe. Vous vous battez pour sauver ces emplois. Tout à l'heure, vous me parliez d'Europe. On aurait pu faire justement, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez, parce que ça, personne ne vient en parler. Aucun candidat, aucune liste. Alors moi qui parle de leur liste de côté apparatchik, qui va être élu, qui ne va pas être élu, vous savez, on a l'impression que chacun fait une liste en fonction du nombre au niveau des sondages. Si on a 10%, on va mettre 10 élus bien placés. Non, moi, j'en suis pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des gens et qu'on parle de la situation Saint-Louis-Sucre, parce que ça, c'est un sujet européen. C'est un sujet, la question des quotas, la question aujourd'hui de la production du sucre en France. Voilà ce qui intéresse les Français, c'est leur vie au quotidien. Et pas de savoir qui sera sur les listes et qui va être élu et qui ne le sera pas d'ailleurs. Autre dossier local très important, la rénovation des écoles. C'est un dossier qui est sur la table du maire depuis des années, qui n'avance pas. Il y avait un partenariat public-privé qui avait été mis en place, qui a été annulé par le tribunal administratif. Pourquoi la situation est dramatique dans les écoles marseillaises? Pourquoi ça n'avance pas? Et là aussi, c'est une question de priorité politique. La ville de Marseille, le maire de Marseille et son équipe ont décidé de ne pas faire de l'école une priorité. Malheureusement, ils n'ont pas compris que c'était là l'essentiel, même pour Marseille, pour la sortir de la délinquance. Et je regrette que, justement, il n'y ait pas eu cette volonté de la part du maire de Marseille. On est aujourd'hui, moi j'ai demandé un audit, et apparemment c'est ce qu'on va voter au conseil municipal, un audit des écoles pour savoir dans quelle situation elles sont, pour ne pas se retrouver d'eux-mêmes, malheureusement, avec une école, c'est déjà arrivé, un toit qui s'est effondré. Heureusement que les enfants étaient dans leur cours de gym, donc ils n'étaient pas dans la classe. Autrement, les enfants auraient pris le plafond sur la tête. Eh bien, ça, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça au XXIe siècle. Ça rejoint la situation de l'habitat indigne. C'est exactement, c'est du même niveau. On est dans la même situation. Pour terminer rapidement, Samuel Galli, juste une question de politique plus générale sur les relations entre le Sénat et l'exécutif, des relations très tendues depuis la décision du bureau du Sénat jeudi dernier dans l'affaire Benalla. À l'instant, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, parle de politique aérie. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous qualifiez la situation de politique aérie, ce qui se passe? Écoutez, je crois qu'il serait bien quand même pour nos concitoyens, que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin. Je crois qu'on n'a pas besoin de donner un spectacle, je dirais, comme celui-là, parce que je pense que c'est ce que... Vous savez, les gilets jaunes, s'ils sont dans la rue, c'est pas pour rien. On a beau dire il y a des casseurs, ok, mais il y a quand même des gens qui sont dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas contents du système, qu'ils ne sont pas contents de la façon dont on fait de la politique. Je crois qu'ils ont aussi raison. Et quelque part, cette guérilla
politicienne n'arrange pas les choses. Voilà, je considère que, de mon point de vue, le Sénat est peut-être allé, mon sentiment. Voilà, moi je crois à la présomption d'innocence. Moi je crois que la justice doit être rendue par la justice. Oui, mais par la justice. Oui, mais ça le Sénat n'a pas rendu la justice. Oui, mais le Sénat a transmis. Mais enfin, après, quand on politise trop les choses, de mon point de vue, ça me pose un problème, mais de manière générale. Voilà. Samia Ghali, vous avez parlé tout à l'heure de l'approche globale sur les problèmes de sécurité à Marseille que vous avez. Moi, je voulais vous parler de l'impact sur le tourisme de ce qui se passe à Marseille. Vous le savez bien, plusieurs journaux étrangers reparlent de Marseille-Chicago, donc la belle méditerranéenne au fond, et maintenant peut être boudée par le tourisme à cause de tout ce qui s'y passe, ces règlements de compte, ces fusillades, le grand banditisme, le trafic de drogue. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, élu de Marseille, pour remédier à ça ? C'est ce que j'ai fait hier aux questions au gouvernement, parce que quand je vous demande de la police supplémentaire, parce que vous avez raison, Marseille est une ville balnéaire, est une ville touristique. Moi, c'est sur l'impact à l'étranger. Mais complètement. Mais Marseille est une ville touristique, c'est une ville balnéaire. Il y a des villes comme Barcelone, comme d'autres villes dans le monde qui ont connu cette situation identique à la ville de Marseille, mais seulement les pouvoirs politiques en place, l'Espagne par exemple, les pouvoirs espagnols ont mis les moyens en place. C'est du ressort de la région, c'est du ressort de tout le monde. De qui ? D'abord de l'État, parce que la question de la sécurité, c'est un droit régalien de l'État. Mais l'image. Non, mais ça va ensemble. Parce que si vous apaisez... Enfin, on ne va pas faire semblant, les gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu dimanche, les habitants, quand même, c'est d'abord eux qui comptent, hein, avant les touristes, excusez-moi. Ceux-là, ils ont vécu des choses dramatiques. Donc, il n'y a pas besoin de... Après, il y a une réalité, on ne l'invente pas, l'histoire. C'est malheureusement la situation. Donc, il faut tout simplement d'abord apaiser par des moyens de police, parce que ça a fonctionné à un moment, et ça s'est calmé. Marseille a tous les atouts pour être la meilleure ville touristique, parce que d'abord c'est une belle ville, parce qu'on y est bien, parce qu'on a tout ce qu'il faut, et tout simplement il faut nous aider pour l'apaiser et lui permettre de mieux fonctionner. Je pense que c'est possible. Merci Samia Ghali, sénatrice donc socialiste des Bouches-du-Rhône. Merci. Dans le reste de l'actualité, des sénateurs français qui dénoncent la répression d'élus en Catalogne dans une tribune publiée par Mediapart. Ils sont emmenés par le sénateur En Marche André Gattolin. 41 sénateurs de tous bords a dénoncé la répression d'élus légitimes emprisonnés ou forcés à l'exil pour leurs opinions. Paris a fermement réagi en réaffirmant son clair soutien à l'unité de l'Espagne. Voilà, on passe tout de suite à Benjamin Morel, l'œil 2 dans un instant. Merci Samia Ghali, au revoir. Merci. Voilà, bonjour Benjamin Morel. Merci pour votre éclairage matinal d'avance. On va revenir avec vous sur cette campagne des Européennes qui débute enfin. Les partis en ordre de marche, notamment le premier d'entre eux, La République En Marche, qui a dévoilé hier sa liste, une liste plutôt hétéroclite. Fourre-tout, nous dit Yannick Jadot. Effectivement, un grand écart entre l'écologiste en numéro 2, Pascal Canfin, Jérémy Dessal, ancien patron des Jeunes Agricultures. C'est le en même temps macronien. C'est le en même temps macronien et c'est lié à la fois une sociologie électorale de La République En Marche qui est très particulière et à des élections qui sont très particulières. On a une République En Marche qui est un parti nouveau et qui est une coalition d'électorats qui ont parfois des intérêts assez différents et qui se retrouvent grosso modo malgré tout autour du centre. D'un autre côté, on a une élection européenne dans laquelle on a une abstention massive, environ, selon les dernières enquêtes d'opinion, 60% d'abstentionnistes. Du coup, ce sont les électorats les plus mobilisés, les centres-villes, les retraités, certains lobbies, qui comptent le plus. Il faut leur donner des gages pour arriver à les faire venir voter. Cette liste leur répond. Il y a une sénatrice sur cette liste En Marche, Fabienne Keller. Elle est 7e sur la liste. On parle aussi d'elle pour remplacer Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, qui devrait démissionner aujourd'hui. C'est un nom qu'on entend... Alors peut-être, mais dans ce cas-là, il faudra que ce soit rapidement clarifié, étant donné qu'elle est sur la liste. Soit elle se présente, soit elle ne se présente pas. Dans tous les cas, avoir une ministre des Affaires européennes qui deviendrait candidate, ça posera un certain nombre de problèmes, y compris d'ailleurs d'un point de vue juridique. Alors les autres partis ont fait le même choix qu'En Marche. Ils ont aussi fait le choix du renouvellement, avec des têtes plutôt inconnues. Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy. Aujourd'hui, offrir des nouveaux visages aux électeurs, c'est indispensable. Oui, mais si vous voulez, encore une fois, il faut remettre dans le contexte ces élections. Ce sont des élections qui, pour tout un tas de raisons, parce que les gens se mobilisent peu, parce qu'elles intéressent malheureusement relativement peu et que ce sont des élections intermédiaires, n'apparaissent pas comme des élections excessivement importantes pour les partis. Donc pour les jeunes générations de militants au sein des partis, c'est une façon de faire ses armes et éventuellement de percer.
Pour les partis, eh bien, mettre une tête d'affiche dans ces élections, c'est mettre en danger cette tête d'affiche. Donc là, on a une savante stratégie pour une génération tenter de s'imposer et pour les partis, ne pas trop prendre de risques. Benjamin, est-ce que ce choix a aussi été dicté par la contrainte du non-cumul? Est-ce qu'on peut dire que c'est un choix qui a été fait par défaut? Oui et non, c'est-à-dire que pour le non-cumul des mandats a changé les choses aussi. Oui et non, encore une fois, pour beaucoup de partis, la question du non-cumul ne se présente pas réellement pour deux raisons. D'abord parce que pour le Rassemblement national, etc., on a très peu de députés, très peu d'élus locaux, donc la question du non-cumul ne se pose pas. Par ailleurs, pour être au Parlement européen, la question du non-cumul, en fait, est déjà inscrite dans la loi depuis des dizaines d'années. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ça a également structuré, justement, cette marginalisation de ces élections dans lesquelles n'allaient pas les grandes têtes de liste. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour cet éclairage. Merci, Benjamin Morel. Tout de suite, on passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, Saveria. Alors, il faudra suivre à 9h et 11h 2 auditions importantes sur la maladie de Lyme devant la Commission des affaires sociales. Première audition sur le cadrage épidémiologique et biologique de cette maladie, l'autre à 11h, et bien sur les outils d'aide au diagnostic de la maladie avec plusieurs infectiologues et immunologistes. À 10h, autre audition importante devant la Commission des finances, audition sur la dématérialisation des moyens de paiement, un sujet important. Et puis enfin, bien sûr, 14h30 en séance, la suite de l'examen du projet de loi sur les mobilités, les transports de demain. Très bien, on passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale qu'on va examiner ensemble dans un instant. La question posée à la une de la Dépêche, c'est une question de santé. Est-ce que nous buvons trop d'alcool, les Français? Réponse? Et la réponse est oui. Un Français sur 4 dépasse les seuils de consommation recommandés. Les hommes sont plus concernés que les femmes. 33% dépassent ce seuil contre 14% pour les femmes. De même, les personnes aux revenus faibles à modérés ont tendance à boire davantage. Un tiers des Français qui dépassent ce seuil ont un revenu inférieur ou égal à 1 200 €. L'alcool reste la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Le ministère de la Santé lance une grande campagne d'information sur les seuils à respecter et les risques encourus. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, c'est la réforme des fonctionnaires dont on a parlé dans la première partie de l'émission. Voilà, la réforme de la fonction publique est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres, rejetée par les syndicats. Elle prévoit un objectif de suppression de 120 000 postes d'ici 2022. Dans le même temps, un rapport sur le temps de travail des fonctionnaires est dévoilé. Ce rapport de l'Inspection générale des finances qui a été remis à Gérald Darmanin. Selon ce rapport, trop de fonctionnaires ne travailleraient pas assez. Les syndicats accusent le gouvernement de vouloir une fonction publique alignée sur les règles du secteur privé au détriment du statut de fonctionnaire et de l'indépendance des agents à l'égard du pouvoir. Voilà, et dans Ouest France, une prise de décision. L'Europe dit stop au plastique jetable. Coton-tige, touilleur, vaisselle jetable, l'Europe dit stop. L'Union européenne va interdire à compter de 2021 la plupart des objets en plastique à usage unique. Ils représentent 70% de la pollution des mers et des plages, mais aussi l'équivalent de 3,4 tonnes de CO2 émises chaque année dans l'Union européenne. L'accord trouvé par les 27 est qualifié de plus ambitieux au monde, mais il est déjà jugé insuffisant par les ONG environnementales. Voilà, Nice Matin célèbre les 100 ans de notre Hollywood hexagonal, la Victorine et ses studios. 9 mois d'événements, cette exposition, les mythiques studios de la Victorine à Nice fêtent leurs 100 ans d'existence. Ils ont pendant des années fait de l'ombre aux plus grands studios de Hollywood. Ils ont même un temps été surnommés le petit Hollywood français. Aujourd'hui, ils tournent au ralenti, mais il y a encore certains vestiges qui témoignent de ce glorieux passé. En 1955, c'est Alfred Hitchcock qui avait tourné La main au collet avec Grace Kelly et Cary Grant. En 1964, c'était Louis de Funès et Bourvil qui s'y étaient retrouvés pour le tournage du Cornio. Le fameux merci, ça va, on vous retrouve demain pour l'actualité parlementaire et politique. Merci, nous on continue dans un instant la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais également c'est une particularité sur la TNT le matin, le temps qu'il fait dans les départements français des Outre-mer. Et puis ensuite on regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est aussi passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. Et on se retrouve après, à tout de suite. Bonne journée, à demain. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs.
météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon dans l'assiette et dans les champs. Voici les visages de la République en marche pour la bataille des européennes. La jeunesse qui manifeste tous les vendredis. Regardez, celle qui conduit la liste LRM, c'est une ministre de Macron. C'est les mêmes, quoi. Donc si vous êtes en colère contre le gouvernement, c'est simple, c'est écrit dessus. Il y a une ministre de Macron, sanctionnez-la. On reste chez soi sur son canapé, comme ça a été le cas en 2014. Le premier parti de France, c'est le Front National. Donc je voudrais le dire aujourd'hui aux Français. Madame Loiseau, elle a une obsession, c'est battre le Rassemblement national. Elle le dit sur tous les tons, dans toute la presse. Nous, on a une autre obsession, c'est défendre la France et les Français. Alors effectivement, on ne joue pas dans la même cour. Il y a de la part de ces deux formations politiques une volonté d'enfermer les Français. Moi, je pense au contraire qu'il faut les libérer et regarder les projets plutôt que de regarder les castings. Et puis, c'est surtout, je pense, avec la liste qu'on présente, des acteurs. Si vous regardez leur métier, leurs fonctions, on présente au Parlement européen des gens qui sont des gens du quotidien, qui ont des métiers, qui ont des compétences. Ensuite, c'est une vision très écologique. On a Pascal Canfin en numéro 2, juste derrière Nathalie Loiseau, qui est engagée depuis longtemps sur ces sujets, qui dirige l'une des principales associations en France, WWF. J'avoue que je ne comprends pas. Ça m'attriste. Il y a quelques mois, il était sur votre antenne, en train de dire à quel point il ne pouvait pas rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron parce qu'il renonçait sur les grands dossiers de l'écologie, le climat, les pesticides, la pollution de l'air. Et là, il rejoint une liste qui va être effectivement une liste en même temps. Il dit aujourd'hui avoir obtenu des assurances. Lesquelles? Les mêmes que celles qui avaient été données à Nicolas Hulot? Écoutez, si c'est ça, je constate simplement que l'on peut tromper 1000 fois une personne. On voit bien qu'on n'est plus du tout dans quelque chose qui marginaliserait l'écologie, qui la laisserait dans une niche sympathique, mais relative. Donc, je crois qu'on est en train de franchir un cap très important, franchir un pas qui n'avait pas été franchi avant. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais dit à l'époque, il n'avait pas été franchi. Moi, j'avais aucune raison de m'engager dans ces conditions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est les journalistes qui nous ont demandé justement de faire élever pour prendre une meilleure photo. Le banc, il n'était pas fait pour ça. Et il y a eu un petit incident, mais rien de grave. Quelle est la perspective ou la performance dont vous rêvez pour cette liste? On va avoir un objectif très clair, c'est d'être premier. Nous sommes le seul pays d'Europe qui veut sortir du glyphosate en 3 ans. Et nous voulons que à la fin de la période de 5 ans au niveau européen, nous puissions en sortir définitivement dans toute l'Europe. Eh bien, on sera plus fort avec des gens comme Pascal Canfin ou Pascal Durand qui se battent depuis des années là-dessus et un responsable d'agriculteur qui pourra dire, voilà, moi avec mon expérience d'agriculteur, de syndicaliste agricole, je dis voilà comment on peut faire. Voilà, fin de notre émission. On se retrouve demain. L'invité politique en direct sur ce plateau, ce sera Hervé Morin, le président des présidents de région, ancien ministre, qui sera là. On se retrouve donc demain. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous.